Bonjour à tous. Bonjour tout le Bonjour, monde. bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer à l'heure, une fois n'est pas coutume, j'allais dire. Bonjour à toutes et à tous dans ce webinaire qui va durer 45 minutes. Nous avons prévu, durant ce webinaire, de présenter une technique de planification des transformations métiers IT, le Capability Based Planning, et de voir ensemble dans quelle mesure cette technique peut contribuer à rendre la fonction d'architecture d'entreprise plus réactive et plus proche des préoccupations de ses clients, donc plus agile. Après un avant-propos sur la nécessité de rendre l'architecture d'entreprise plus agile, Jean-François vous présentera le Capability Based Planning et la façon dont on peut le mettre en œuvre pour traiter des questions clés auxquelles on doit répondre lorsque l'on prépare un plan de transformation. Marina prendra ensuite la main pour vous décrire, au travers de quelques exemples, les possibilités qu'offre la solution Ado IT pour outiller une démarche de Capability Based Planning. Dans la troisième partie, Jean-François reviendra sur les caractéristiques du Capability Based Planning qui vont contribuer à l'agilisation des activités de l'architecture d'entreprise. Enfin, nous terminerons ce webinaire par une séance de questions-réponses. N'hésitez pas pour cela à utiliser le petit panel de GoToWebinar. Mais pour commencer, passons en revue les quelques arguments qui plaident en faveur d'une architecture d'entreprise plus agile. Je passe donc la parole à Jean-François. Merci Arnaud. Donc je vais faire une brève introduction sur l'architecture d'entreprise et puis l'agilité. Donc ce qu'on peut dire pour commencer, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui l'agilité elle concerne plus uniquement les projets dans les entreprises, elle a tendance à englober toute l'organisation. D'ailleurs on parle souvent d'agilité à l'échelle, c'est le terme consacré. Toutes les entreprises se réinventent et cherchent à devenir agiles. Donc ça concerne à la fois les entreprises d'ailleurs du secteur public et puis aussi les administrations publiques. La question qu'on peut se poser, c'est en fait d'essayer de définir déjà ce qu'on met derrière le terme d'agilité. De façon assez simple, on peut considérer que l'agilité, c'est un moyen de gagner en attractivité en se concentrant sur les préoccupations des clients de l'organisation, en essayant de raccourcir le time to market et puis en améliorant en continu l'offre de produits et de services. Dans les faits, c'est une nouvelle façon de travailler qui concerne tous les métiers de l'entreprise et par conséquent qui va concerner aussi l'architecture d'entreprise. Donc on est tous convaincus que cet objectif d'agilité pour l'architecture d'entreprise, aujourd'hui, c'est plus une option. En fait, au même titre que les autres métiers dans l'entreprise, l'architecture d'entreprise doit s'efforcer d'être agile. Alors c'est un peu prétentieux, en tout cas c'est un peu ambitieux que de considérer que l'architecture d'entreprise c'est à ce jour une discipline qui fait preuve de beaucoup d'agilité. C'est en tout cas pas comme ça que le voient la plupart des acteurs en interne. Mais il faudrait au moins que l'architecture d'entreprise évolue pour ne pas être un obstacle en fait à l'agilité de l'organisation dans son ensemble. L'AE doit contribuer d'une certaine manière à agiliser ou à l'agilité de l'organisation dans son ensemble. Donc soit indirectement vis-à-vis des clients externes, mais plus directement vis-à-vis de ses propres clients en interne. Pour être agile, l'architecture d'entreprise doit développer une série de comportements. Ces comportements, on va vous les présenter dans la dernière partie du webinaire. Pour le moment, ce que je me propose de faire, c'est d'introduire le concept de Capability Based Planning, de montrer qu'il peut apporter des réponses rapides et concrètes qui vont permettre d'identifier les changements à opérer sur le catalogue des produits et de services d'une organisation. Et puis, on illustrera la mise en œuvre de la démarche au travers des fonctionnalités natives de la plateforme Ado IT. Donc ça, c'est Marina qui vous le présentera juste après. Donc pour commencer, comme je le disais, quelques définitions. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de business capability, de business capability based planning? Alors déjà, une business capability, comme on a l'habitude de le trouver un petit peu dans la littérature, c'est une aptitude de l'organisation à délivrer de la valeur au moyen des ressources dont elle dispose. Les ressources dont on parle, c'est essentiellement de l'intelligence individuelle ou collective,
ce sont des processus métiers, c'est des informations et puis c'est l'outillage informatique. En complément de la notion de business capability, on utilise souvent la carte des capacités et son dérivé, qui est la heatmap. Ces deux outils sont justement des outils qui permettent d'engager les discussions entre les différentes parties prenantes pour faire émerger des besoins de transformation. Notamment la heatmap permet de poser et de communiquer des états de situation. Donc en fait, on fait une évaluation des business capabilities sur les axes qui permettent sa réalisation, à savoir sur la maturité technologique, sur la performance opérationnelle, sur la disponibilité des informations requises, et puis voire même sur la performance organisationnelle. Donc le processus d'évaluation des BC va permettre de partager un état de situation, un état de situation actuel dans le but d'identifier des besoins de transformation. Donc voilà ce que je souhaitais vous rappeler brièvement sur les notions de business capability et la carte des capacités. En complément de ça, on doit aussi évoquer, puisque ça va être la suite de notre propos, le capability based planning, qui est une technique en fait de planification des investissements dans les capacités qui contribuent à la réalisation d'une stratégie organisationnelle spécifique. Alors comment ça se passe en pratique? Le capability based planning, il va permettre d'identifier des gaps de capacité à combler, c'est-à-dire des natures de changement à réaliser, et pas plus. Donc en fait, on va questionner les axes de réalisation qui sont derrière le business capability pour identifier des gaps, soit en termes de process, de solutions, d'informations, ou au niveau de la compétence des différents acteurs. On verra plus tard en fait que le capability based planning est conforme à l'un des comportements qu'on veut mettre en avant et qui consiste à travailler de manière incrémentale. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter les questions clés qui participent à la définition des projets de transformation et qu'on a l'habitude d'adresser quand on fait du capability based planning. Donc c'est une manière d'illustrer la méthode, le mode d'emploi du capability based planning pour faire émerger des projets de transformation. Donc la première question auquel on va pouvoir répondre grâce au business capability, c'est de définir le périmètre concerné par la stratégie de l'organisation ou les capacités identifiées dans une initiative de transformation digitale. Donc là, il s'agit assez simplement, hein, comme on montre le schéma, de mettre en lien les objectifs métiers ou les chaînes de valeur que l'on souhaite optimiser avec les business capabilities qui les réalisent. Là, la business capability, elle va jouer le rôle, ça va être un organe de transmission qui va notamment permettre de gérer l'alignement IT, ce qu'on va voir derrière, hein, que je vais vous présenter juste après, avec des éléments de stratégie qu'on a identifiés sur la partie gauche. Autre question qu'on va pouvoir aborder, ça consiste à évaluer ou poser un état de situation en fait sur les ressources qui sont utilisées au niveau des différents business capabilities. Donc là, ça consiste à faire ce que je vous ai décrit juste avant, c'est-à-dire mettre en place un processus d'évaluation et restituer les résultats au travers des heatmaps pour identifier les ressources qui vont être à l'origine qui vont faire l'objet d'objectifs d'amélioration. Et vous constaterez, en fait, comme on l'a dit déjà auparavant, que les axes de progrès ne concernent pas uniquement la solution IT, mais ça peut concerner les trois autres axes qui sont mentionnés là. C'est juste, je vous dis ça, c'est juste pour insister sur le fait que assez souvent l'architecture d'entreprise est connotée IT, mais quand on fait l'architecture d'entreprise et quand on fait du capability based planning, on raisonne avant tout en termes de projet de transformation métier. Dans l'étape qui suit, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est de travailler sur les besoins de transformation. Donc, on va exploiter les résultats de l'évaluation qu'on a réalisée précédemment afin de définir des initiatives engagées
Là, on est dans l'exploration du besoin, la définition des solutions et des projets qui vont permettre de combler les gaps qu'on aura identifiés préalablement. Donc, on va faire émerger des initiatives qui concernent les capacités en lien avec les éléments de stratégie. Un autre point également important qu'il ne faut pas laisser de côté, c'est de questionner la pertinence du plan de transformation en termes de rationalisation. On est sur des apports reconnus en fait, de l'architecture d'entreprise et les objectifs de mutualisation, de réutilisation des solutions, c'est quelque chose d'important qui n'est pas toujours pris en compte, notamment quand on mène des projets en méthodologie agile et on se trouve des fois dans une situation où ne pas avoir suffisamment travaillé cet aspect au démarrage des projets fait qu'on est obligé de rescoper le projet en cours de route et que la conséquence de ça, c'est une augmentation des coûts et des risques sur les projets. Donc, dans la pratique, le Capability-Based Planning doit prévoir de traiter cette problématique et de réfléchir suffisamment tôt aux opportunités de mutualisation des besoins des solutions. La capacité métier que vous avez ici, elle joue le rôle d'agrégateur. Et en fait, l'idée, c'est de voir si des besoins qui ont été exprimés par deux entités organisationnelles, deux métiers, ne concernent pas en fait une même capacité, justement. Et c'est ce qui permet, à un moment donné, de se poser les bonnes questions en termes de mutualisation à la fois des besoins et des solutions. Sur le dernier slide que je voulais vous présenter, mais que je vous avais présenté un petit peu trop tôt, la question qu'on cherche à traiter là, c'est de définir l'empreinte du projet de transformation. Donc, les business capability et les informations qu'elles peuvent échanger les unes par rapport aux autres permet de se poser des questions de façon pertinente sur les acteurs qui vont être impliqués dans un projet. Donc, ça permet de bien définir l'empreinte d'un projet, que ce soit en termes d'acteurs métiers ou en termes de système informatique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi traiter et qu'on peut faire par le biais de la business capability, puisqu'en fait, c'est un élément qui permet justement de mettre en évidence les dépendances entre les applications informatiques, les besoins et les acteurs métiers. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. Je passe le relais à Marina pour qu'elle vous illustre les différents aspects que je viens de voir avec vous au travers de la solution. Parfait, merci beaucoup Jean-François. Je reprends la main et vous devriez voir mon écran dans quelques instants. Parfait, donc la page que vous voyez ici, c'est la page d'accueil de notre outil d'architecture d'entreprise, qui est la solution AdoIT. Je suis là dans mes favoris parce que j'ai préparé des cartes et des vues pour imager un petit peu ce qu'a dit Jean-François jusqu'à présent. Bon, j'aurais pu les construire devant vous au fur et à mesure, mais on aurait perdu du temps et notre temps est limité. Donc, je vais m'attaquer à la première question. Vous vous souvenez, Jean-François a parlé du périmètre concerné par la stratégie de l'organisation ou encore déjà dans un premier temps de repérer les capacités qui sont impliquées dans la transformation digitale. Okay. Donc, pour y répondre, on va avoir notre architecte métier ou notre architecte tout court qui va devoir modéliser le plan d'ensemble que vous voyez s'afficher ici. Et il va devoir le faire pourquoi? Pour poser le cadre. Donc, vous voyez ici, j'ai le moteur de l'entreprise qui est bien souvent la recherche de la profitabilité avec des objectifs qui vont servir ce but ultime. Ici, des capacités qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Et puis plus bas, sur les couches plus basses, vous allez voir toutes les ressources de l'entreprise qui vont servir ces capacités-là. Donc, pour poser ce cadre-là, pour modéliser dans un outil d'architecture d'entreprise ce plan d'ensemble, eh bien, il va falloir utiliser un langage. Et ce langage, alors vous ne le reconnaissez peut-être pas parce que tout le monde n'est pas un expert du langage Archimate, c'est le standard Archimate. Le problème d'Archimate, c'est que des fois, c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, cette vue, pour un grand nombre d'entre vous, elle ne doit pas être extrêmement parlante. Alors, je vous rassure de suite, ça ne va pas être le travail de tout chacun, de tous les acteurs de la démarche d'architecture
de poser ce cadre-là et de modéliser ce type de carte-là, ça va être le travail de l'architecte. Par contre, ce que va devoir faire l'architecte, et ça va être son challenge, hein, son grand défi, ça va être d'utiliser un outil comme AdoIT pour vulgariser, pour rendre un peu plus intelligible ce genre de vue-là. Okay. Et c'est ce que je vais vous montrer à travers les prochaines vues, qu'en utilisant des vues natives de l'outil AdoIT et certaines fonctionnalités, eh bien l'architecte va pouvoir rendre intelligible un contenu qui peut paraître à première vue un peu complexe. Okay. Donc, une fois que notre architecte a décrit ce périmètre-là, comment va-t-il s'y prendre pour analyser la qualité des ressources qui sont mises en jeu pour la réalisation des capacités métiers? Et surtout, comment est-ce qu'il va communiquer ces résultats-là? Donc, AdoIT vous propose, à travers une fonction d'analyse ici, un certain nombre de tableaux de bord. Donc, vous voyez, j'ai cliqué ici sur le widget analysé. Et là, j'ai un onglet qui s'appelle tableau de bord. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la stratégie. Donc, il me suffit de cliquer sur ce widget-là. Donc, vous voyez, jusque-là, c'est assez intuitif. Cette page-là, qui m'offre donc un certain nombre de statistiques, va me donner des chiffres, des éléments d'analyse sur mes ressources applicatives, mais aussi mes processus et mes moyens financiers ici. Alors, par exemple, vous avez un diagramme circulaire ici qui porte le nom d'aptitude technique. Ben, lui va me permettre d'évaluer la qualité des ressources applicatives, mais aussi technologiques, qui vont être liées aux capacités. Et les critères d'évaluation, ça va être le cycle de vie des applications ou des technologies, leur degré de conformité aux principes d'architecture. Et vous voyez, par exemple, si je prends une capacité qui aurait une aptitude technique, on va dire, faible, ça va être, je pense, c'est la couleur marron, voilà. Lorsque je clique sur cette partie-là, vous allez avoir dans la liste ici de vos capacités, ces capacités-là qui ont une aptitude technique faible, qui vont être surlignées, là vous voyez en gris clair, hein, et donc vous allez avoir la sélection de ces capacités-là qui va vous permettre de continuer votre analyse sur la base que vous aurez sélectionnée. Alors on a parlé d'aptitude technique, mais d'autres chiffres qui peuvent être intéressants à partager, ça va être l'aptitude opérationnelle de vos capacités. Alors, que vont vous dire ces statistiques-là? Eh bien, elles vont vous permettre d'évaluer cette fois-ci la qualité des processus qui sont liés aux capacités. Et là, les critères d'évaluation, ça va être le temps de traitement, le degré d'harmonisation ou encore le taux d'erreur. Si je veux savoir quelles sont mes capacités pour lesquelles l'aptitude opérationnelle est très faible, pareil, il me suffira de cliquer ici sur la partie qui m'intéresse et je verrai que ces capacités sont sélectionnées, sont mises en avant dans ma liste un peu plus bas pour que je puisse continuer mes analyses sur cet ensemble, sur cette catégorie de capacités. Derniers chiffres qui peuvent être très intéressants, c'est la charge financière qui, lui, va pouvoir me permettre d'évaluer l'importance de l'investissement à prévoir pour disposer de mes capacités. J'aimerais vous montrer un autre tableau de bord qui va m'aider à évaluer mes ressources et plus particulièrement la liste de mes capacités. Donc, vous avez ici tout simplement une liste des différents éléments d'architecture d'entreprise. Ces éléments-là, je peux les trier. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce sont les capacités uniquement. Et vous allez voir déjà qu'à travers un petit symbole ici, qui est, alors, je redéroule mes capacités, qui est un petit bouclier avec un point d'exclamation, qui va mettre en avant le fait que pour mes capacités Data Acquisition et Data Driven Insurance, j'ai un écart qui a été identifié. Et si je prends l'exemple plus particulier de Data Driven Insurance et je rentre dans ce que nous appelons la fiche des propriétés de cette capacité, je vais voir qu'effectivement un écart a été identifié
puisque les performances de cette capacité sont jugées insuffisantes et qu'on a repéré des opportunités de rationalisation. OK ? Donc, pour aller un peu plus loin dans mon analyse de ressources, ce que je vais pouvoir faire aussi avec Ado IT, c'est générer une analyse d'impact à partir de cette capacité problématique. Donc, je retourne sur mon écran principal, dans mes favoris, là où j'ai préparé mes vues, et je vais aller dans cette analyse d'impact qui va me permettre, elle, de mettre en avant d'abord les liens qui existent entre ma capacité métier et les autres éléments d'architecture d'entreprise. Et là, je repère très rapidement, à travers un jeu de couleurs et ces flèches-là, que j'ai un outil, une application qui est mon système CRM, qui a une maturité technologique très faible. Raison peut-être pour laquelle un écart a été identifié là. Et comment est-ce que je repère cette maturité technologique faible? Grâce à ce jeu de couleurs, puisque je peux, dans mes vues, intégrer de la couleur, comme vous le voyez ici. Donc là, j'ai un composant applicatif avec une maturité technologique faible qui sert ma capacité. Une autre vue très utile pour analyser votre portefeuille applicatif, hein, qui va soutenir vos capacités, ça va être une analyse en portefeuille. Okay. Cette analyse, qu'est-ce qu'elle va me dire? Eh bien, elle va me permettre de constater que je vais pouvoir analyser dans toutes les applications qui vont se trouver en haut à droite de mon schéma. Là, j'en ai pas aujourd'hui. Et au contraire, toutes les applications qui sont représentées par des cercles ici, qui vont se retrouver en bas à gauche, elles vont être jugées comme problématiques pour le métier ou pour l'IT. Pourquoi? Parce que vous voyez ici que en ordonnée, j'ai ma maturité technologique qui est faible ici, à ce niveau-là de la carte. Et j'ai, je pense que c'est ma satisfaction métier ici sur les abscisses, qui est faible là. Donc, pour toutes les applications qui vont se trouver dans ce cadran-là, j'aurai une faible satisfaction métier et un support IT de mauvaise qualité. Okay. Donc, ça va me dire quoi? Ça va me dire que ces applications-là, il va falloir soit les décommissionner, soit mettre en place des ateliers pour définir des initiatives d'amélioration pour mieux satisfaire à la fois nos gens, nos personnes de l'IT ici, mais aussi les personnes du métier. Cette vue-là, puisqu'on parle de partage aussi de vues avec d'autres acteurs, hein, je vais pouvoir la partager. Alors, je vais pouvoir soit partager ma vue avec un collaborateur qui aura des accès à l'application Ado IT, à l'outil d'architecture d'entreprise, via mail, hein, en partageant le lien vers cette vue-là. Ou alors, je vais pouvoir également exporter cette vue-là sous différents formats, en l'occurrence format image, PDF ou Excel, où là, vous aurez à la fois la légende et la vue que vous pourrez donc intégrer dans des présentations. Pour en finir sur la question relevée par Jean-François, à savoir l'évaluation des ressources qui vont servir les capacités, j'aimerais encore vous montrer une vue qui est celle de l'évaluation de la conformité des assets aux principes d'entreprise. Vous allez voir apparaître devant vous ce que j'appelle une matrice de conformité aux grands principes d'architecture. Et vous allez avoir ici, dans les données, ici sur la gauche, l'ensemble des assets, des actifs EA. Et en haut, à droite, ici, sur les abscisses, les grands principes d'architecture. Et par un jeu de flèches et de couleurs, vous allez pouvoir juger de la conformité ou non-conformité de vos actifs avec les grands principes d'architecture. Donc, je prends un exemple. On a ici l'application GIR qui n'est pas conforme, vous voyez la couleur rouge, aux principes d'architecture ici, Business Rules Engine, alors que l'application ARC, elle, va être conforme. Okay. Donc, vous voyez, encore une fois, pas besoin d'avoir de connaissances ni en Archimate ici, ni en architecture d'entreprise pour lire ce diagramme-là. Donc, maintenant que j'ai mis le doigt sur les capacités et les ressources problématiques, je vais pouvoir m'attaquer aux besoins de changement de ces capacités et de ces ressources en lien avec la stratégie. Pour identifier ces besoins-là, je vais pouvoir réaliser
ce qu'on appelle un diagramme de composition. C'est ce que je suis sur le point de vous montrer. Je vais agrandir la vue pour que ce soit plus lisible. Et ce diagramme de composition, il va me permettre de mettre en évidence les capacités métiers que vous voyez représentées ici par ce symbole-là, requises pour servir les objectifs de l'entreprise. Mais aussi, ça va me permettre de voir quelles sont toutes les ressources ici qui vont être nécessaires pour servir cette capacité-là. Enfin, vous allez pouvoir également, au niveau des acteurs, vous voyez l'acteur métier est représenté ici par un petit bonhomme jaune, là. Vous voyez voir que les acteurs, certains acteurs ont des besoins. Ici, ça va être le remplacement de notre outil CRM qui, on l'a vu tout à l'heure, avait une maturité technologique très faible. Et pour chaque besoin, vous allez pouvoir retrouver si des projets, des initiatives ont été mises en œuvre pour répondre aux besoins des acteurs du métier. Et vous allez même pouvoir aller plus loin, puisque grâce à un jeu de couleurs, c'est toujours le même principe pour chaque vue. Dans Ado IT, vous allez pouvoir jouer avec de la couleur pour mettre en évidence certains phénomènes importants. Ici, vous allez pouvoir mettre en évidence les initiatives, les projets pour lesquels un niveau de risque élevé a été identifié. Donc, il y a bien un besoin qui est là. Il y a bien un projet qui a été mis en place pour répondre à ce besoin-là, mais attention, ce projet-là a été jugé risqué. Okay. Donc, une fois que les initiatives sont identifiées, il y a Jean-François tout à l'heure qui a posé la question de la rationalisation du portefeuille d'initiatives. Essayez de voir, est-ce qu'il n'y a pas des besoins communs pour différents acteurs. Alors là, ça va être facile, en tout cas grâce à l'outil. Vous allez pouvoir sélectionner les différentes familles d'acteurs métiers qui vous intéressent. Ici, je sélectionne les 3. Et grâce à une fonction qui va vous permettre de montrer l'utilisation de ces objets-là, vous allez pouvoir voir que mes trois acteurs métiers ici, donc vous les retrouvez là, le service client, marketing et la business intelligence team, ils ont un même besoin. Okay, c'est le remplacement de notre outil CRM. Si on pose le problème un peu différemment, admettons que je veuille commencer ici mon projet pour répondre à un besoin. Avant de commencer ce projet-là, je veux savoir quels sont les acteurs du métier que je vais devoir consulter pour ne pas oublier peut-être certains aspects du projet. Et là, je vois bien effectivement qu'il n'y a pas qu'une famille d'acteurs qu'il va falloir que je prenne en compte dans la mise en place de mon projet, mais bien 3 différentes. Voilà, c'était l'aperçu que je voulais vous donner aujourd'hui et essayer de répondre à travers des vues aux différentes questions qui ont été posées par Jean-François. Et puis maintenant, je vais rendre la main à Jean-François qui va terminer la présentation. Voilà, Jean-François. Merci Marina. Donc là, comme vous avez pu le voir, au travers de la démonstration qui a été faite par Marina, en fait, l'utilisation des business capability permet de traiter des questions clés et je vais y revenir, mais de cadrer un petit peu les travaux de l'architecte d'entreprise pour qu'il se concentre en fait sur des choses qui vont être importantes du point de vue métier. Donc, que ce soit en phase d'analyse ou que ce soit après pour communiquer des résultats ou proposer des axes d'amélioration. Ce que je voulais faire avec vous dans cette troisième partie du webinaire, c'est revenir un petit peu sur l'apport des business capability et du capability based planning pour favoriser en fait l'attitude ou le comportement d'agilité au niveau de l'architecture d'entreprise. Donc là, je vais introduire les principaux comportements que l'architecture d'entreprise qu'elle doit développer afin d'être vue par les métiers comme une entité qui est agile et qui est au service de l'organisation. Alors, j'ai identifié en partant de sources que vous pouvez trouver sur Internet, notamment à l'Open Group, j'ai identifié une liste de 6 mutations à opérer
pour que l'entreprise d'architecture soit, on va dire, qualifiée d'agile. Donc la première, en fait, consiste à ne pas être auto-centré sur l'organisation, mais plutôt d'être capable d'adopter une vision externe et d'aborder en fait une problématique du point de vue du client. Donc là, la réponse du Capability Based Planning, elle est assez simple. Hein. C'est en fait un outil qui permet d'élargir la perspective et qui va nous amener à réfléchir à l'évolution du modèle d'activité dans son ensemble et à y intégrer l'écosystème. On a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs axes, donc on n'est pas forcé d'être auto-centré sur les applications du système d'information, mais on va raisonner aussi en termes de processus et d'acteurs, et puis dans les acteurs, on peut considérer le client ou les partenaires. Donc il est tout à fait possible, par exemple, de distinguer grâce au Capability Based Planning les capacités qui vont être délivrées par l'organisation et celles qui doivent être prises en charge par un partenaire. Donc on répond à ce premier élément du cahier des charges qui est d'adopter une vision plutôt de l'externe vers l'intérieur de l'entreprise. Deuxième comportement à adopter, je l'ai déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est d'être capable de délivrer de la valeur de manière incrémentale. Le Capability Based Planning est compatible avec cette approche incrémentale. Dans les faits, il n'est pas nécessaire pour développer des cartes de capacité telles qu'on vous les a montrées. Il n'est pas nécessaire de travailler sur l'ensemble du modèle d'activité de façon détaillée et on peut produire des résultats exploitables en travaillant en fait sur des gaps et de manière incrémentale. Donc l'architecte, là, il doit concentrer sa contribution sur la production de modèles et d'analyses en fait qui vont se limiter aux business capabilities directement concernés par le problème auquel le métier est confronté et pas davantage. Donc il s'agit d'utiliser les business capabilities comme un point d'entrée qui permet de circonscrire un problème et par là même en fait de savoir d'identifier les assets qui sont derrière et d'identifier les types de travaux à mener derrière les capacités qui sont concernées. Troisième comportement à développer, c'est le fait de plutôt raisonner et parler en termes de valeur ajoutée métier et pas en termes de valeur ajoutée IT. Là aussi, on a des éléments de réponse par le fait que la notion de business capability, c'est avant tout une notion métier, avant d'être une notion IT si on envisage sous cet angle-là. Sa valeur actuelle ou la valeur qu'on souhaiterait lui donner, elle ne dépend pas que des solutions informatiques, on l'a vu précédemment, hein, elle dépend aussi des autres axes qui participent à sa réalisation. Donc, ce sont les processus, l'information, l'organisation, pour faire simple. Et le fait de travailler sur les business capabilities, ça va nous permettre d'introduire de la valeur en tenant compte de ces différents axes. Et donc, on va travailler sur un portefeuille de projets d'entreprise et pas uniquement sur un portefeuille de projets orientés solutions IT. Donc, ça va permettre de faire émerger des projets métiers avant de parler de projets IT. Donc, on a bien du coup la capacité à adresser une problématique de transformation qui est d'abord et métier et par au métier avant d'être IT. Quatrième comportement à essayer de mettre en avant, c'est le fait que comme pour les autres acteurs de l'entreprise, l'agilité va chercher, en tout cas on doit s'efforcer de faire lean, de faire efficient. Faire de la carte des business capabilities le point d'entrée des activités de modélisation, c'est le meilleur moyen qu'on puisse, de mon point de vue, imaginer pour créer un lien avec les clients internes et produire rapidement de la valeur. Mais c'est surtout en fait un outil idéal, comme je le disais juste avant, qui va permettre d'aligner le périmètre des travaux, travaux de cartographie, travaux d'analyse, de modélisation, sur celui des problèmes à solutionner. Donc la carte des capacités, c'est un outil qui va permettre de guider les efforts d'analyse et de modélisation. Donc normalement, tout projet de transformation qu'on va définir grâce au Capability Based Planning, on doit pouvoir le formuler en termes de nouvelles capacités, des capacités qu'on doit acquérir, ou en termes de capacités existantes à développer parce qu'elles ne sont pas suffisamment développées. Cinquième élément en fait qui
qu'on doit essayer de développer pour être des architectes d'entreprise agiles, c'est le fait de résister à la tentation de tout modéliser et de tout concevoir en avance de phase de la réalisation des projets. Donc, pour produire des résultats exploitables, on doit délivrer du coup le juste nécessaire et juste à temps. Et il faut absolument éviter, résister à la tentation de se lancer dans la construction de modèles qui soient exhaustifs et détaillés. Or, on l'a vu, le Capability-Based Planning, ça propose de définir et de planifier des projets sur la base d'incréments de capacité. Donc, le point clé ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces incréments de capacité pour décrire non pas la totalité d'une vision cible, mais uniquement les changements qu'on souhaite opérer sur un domaine ou sur un autre. Ce qui ne change pas, en fait, on ne va même pas le modéliser, on ne va même pas en discuter avec les acteurs métiers, on va se concentrer sur les changements à identifier, à opérer. Donc les cibles, elles sont définies uniquement sur la base d'incréments, elles suffisent à aligner les acteurs métiers IT sur la nature des changements engagés, et c'est ça qui nous fait gagner en productivité. On reste concentré sur les gaps, sur les capacités, et on ne cherche pas à produire des modèles exhaustifs qui, de toute façon, vous devez le savoir, sont toujours compliqués à partager et la plupart du temps sont faux. Dernier dernier comportement à essayer de développer, c'est l'orientation utilisateur dans l'aspect qui concerne la communication vers les acteurs métiers. Donc là, c'est par définition, on l'a vu tout à l'heure, la capacité métier, c'est quelque chose qui parle au métier. Et le Capability-Based Planning, c'est une démarche dont les résultats, du coup, sont facilement accessibles aux clients internes de l'architecture d'entreprise. Donc, les analyses, elles sont construites autour des cartes de capacité, autour des heatmaps, et tout ça, ça vocation, en tout cas, ça favorise l'obtention de consensus et ça permet de factualiser la prise de décision, pas uniquement entre les architectes et les techniciens, mais surtout avec les acteurs métiers. Voilà, j'en ai fini pour cette dernière partie. Je vais passer la main à Arnaud pour une brève conclusion, puis après on va essayer de garder quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci Jean-François, merci Marina pour cette présentation. Et de manière très rapide en conclusion, donc le Capability-Based Planning, eh bien, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour garantir l'alignement des transformations métiers IT sur la stratégie. C'est conçu pour s'inscrire dans la philosophie agile de par sa production de résultats rapides, notamment pour les clients internes. Et puis, ça permet de limiter les coûts des retards qui sont induits par l'architecture d'entreprise au sein des portefeuilles de produits. Concernant la solution Ado IT, eh bien, ça s'adresse aussi à un public qui est non informatique pour notamment les cas d'utilisation complexes, comme l'a très bien montré Marina. Ça apporte une réponse à l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs qui sont hors de l'IT, de la DSI, comme les archivistes par exemple, ou les administrateurs. Et puis l'outil permet de produire des tableaux de bord et des vues puissants pour prendre la bonne décision au bon moment dans les projets de transformation. Je vous propose maintenant d'adresser les différentes questions qui ont été posées tout au long de la présentation. La première, c'est comment mesurer la maturité de l'entreprise à être agile, réactive, recomposable afin de développer une architecture alignée avec les besoins d'agilité. En effet, par expérience, si l'organisation dans son ensemble n'a pas compris adhérer aux besoins de reconfiguration nécessaires pour rester compétitif sur les marchés, alors l'AE pourrait perdre beaucoup de temps à convaincre avant de dégager de la valeur attendue. Merci de partager votre retour d'expérience. Je vais tenter d'apporter un premier élément de réponse par rapport à ça. De mon point de vue, c'est pas forcément le rôle de l'architecture d'entreprise d'introduire des comportements, en tout cas de faire en sorte que mon organisation pratique l'agilité à l'échelle. Moi, je resterai plus modeste par rapport à ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Ce qu'on doit faire en tant qu'architecte d'entreprise, ce que nous permet de faire les techniques qu'on vient de voir et l'outillage qui va avec, c'est avant tout d'être agile vis-à-vis des acteurs internes, c'est d'être capable de les accompagner, d'anticiper leurs besoins, de ne pas être systématiquement en retard par rapport à des études qui sont à produire.
c'était notre propos durant ce webinaire. Après, je ne suis pas certain que l'architecture d'entreprise ait vocation à évangéliser l'agilité dans son ensemble. L'agilité, c'est une problématique qui effectivement concerne l'organisation, les métiers, mais qui va émerger, en tout cas, qui ne concerne pas uniquement l'architecture d'entreprise. Donc l'idée là, c'est de dire qu'on peut faire de l'AE agile sans que les clients s'en rendent compte. Après, l'architecture d'entreprise, c'est pas forcément le bon moyen pour diffuser l'agilité dans tous les métiers de l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci, merci Jean-François. Seconde question, c'est est-ce qu'il est possible de calculer, mesurer les capacités en récupérant automatiquement des informations d'outils comme ServiceNow, le nombre d'incidents par capacité ou autres indicateurs? Marina? Oui, je réponds. Écoutez, je réponds pour la partie outils. En tout cas, il existe effectivement une intégration entre l'outil Ado IT et ServiceNow qui permet d'aller chercher l'information documentée dans ServiceNow et de l'avoir sous forme de dashboard dans Ado IT. Donc là, si vous êtes intéressé pour approfondir sur cette intégration, volontiers pour échanger après le webinaire, pour prévoir un créneau pour une petite démo de l'intégration. Ce qui est assez facile à faire généralement, c'est de synchroniser des outils TSM comme ServiceNow et Vista avec un référentiel d'architecture d'entreprise sur le catalogue des applications, des principes, des composants logiciels. Après, sur ce qui est de remonter des indicateurs agrégés sur les business capabilities, là, il y a d'un côté, on a des données qui potentiellement sont très brutes et très bas niveau. De l'autre côté, on va vouloir pousser des indicateurs qui parlent au métier. Donc, il y a vraisemblablement quand même un peu de travail de transformation à faire entre les deux. Merci beaucoup. Autre question, quel bénéfice peut-on tirer de cette approche dans les programmes des systèmes d'information, les grands programmes comme par exemple les programmes de dématérialisation? Alors tout à l'heure, on a identifié qu'à un moment donné, on pouvait identifier les business capabilities en lien avec les chaînes de valeur. Donc pour moi, la démarche, elle est complètement adaptée. On peut partir en fait des chaînes de valeur ou des parcours clients qu'une organisation souhaite optimiser ou sur lesquels elle a des questions, et puis identifier derrière en fait les capabilities et puis les applications informatiques qui sont encore en dessous. Essayer de poser des constats comme on l'a montré durant le séminaire, et puis de la même manière définir des objectifs de progrès, donc moi j'appelle ça des objectifs de capacité, qui vont concerner potentiellement une application, qui vont concerner qui vont faire émerger un besoin de formation pour une typologie d'acteurs. Donc tout est possible, et nous, quand les clients nous demandent en fait de travailler sur des plans de transformation, quelle que soit la nature du plan de transformation, qui soit orienté sur la rationalisation de l'existant informatique ou la gestion de la dette technique ou des besoins de transformation digitale, à un moment donné, on pose au milieu du paysage la business capability et puis on la connecte en fait aux éléments qui définissent le problème à résoudre. L'interrogation suivante est plutôt un partage d'expérience de la part d'un participant. J'ai connu des organisations mettant en œuvre une partie de DevOps pour conduire leur projet, cela sans vision d'une stratégie d'entreprise, dans un cadre bureaucratique pour faire simple, et loin de voir l'ensemble des acteurs qui ne fonctionnaient pas eux-mêmes de façon agile. Cela se traduisait par des livrables projets loin de répondre aux besoins métiers. Je reconnais que c'est un sujet qui est vaste et qui mériterait plus d'échanges. Donc ça veut simplement dire que l'agilité c'est compliqué, même pour les gens qui sont organisés pour en faire, et que c'est pas un problème qui concerne uniquement l'architecture d'entreprise.
Question suivante. Bonjour Marina, vous avez abordé la notion d'initiative ou de projet mis en œuvre pour répondre aux besoins des acteurs. Est-il possible avec Ado IT de générer une feuille de route de ces projets et de les évaluer en fonction d'un critère financier? Ok, oui, tout à fait. Alors, je vous ai montré, je crois, pendant ma présentation, quelques vues. On a vu des diagrammes de composition, on a vu des matrices, on a vu des vues en portefeuille. Avec Ado IT et sur la base de tous les objets, de tous les actifs d'entreprise, y compris la notion les projets, hein, on peut générer ce qu'on appelle des roadmaps, des histogrammes, hein, qui vont vous permettre, sur une sélection de projets, d'avoir une vue de type feuille de route sur ces projets-là, avec les dates de début de projet, dates de fin de projet. Et même si vous avez des projets qui sont décomposés en sous-projets, vous pourrez les intégrer. Et la deuxième partie, c'était sur l'aspect les évaluer sur des critères, je crois, de type budget. Ouais. Là aussi, c'est possible. Je vous ai montré les jeux de couleurs qu'on pouvait appliquer sur les vues. Et là, vous pouvez dire, ben, je veux mettre en avant l'ensemble des projets qui nécessitent, par exemple, un fort investissement, et vous les verrez apparaître en rouge sur votre histogramme. Voilà. Mais bon, là, je ne fais que parler. J'ai plus le temps de vous montrer des choses concrètes, mais encore une fois, très volontiers pour échanger via partage d'écran pour vous montrer comment on construit tout ça. Je vois le temps passer, il nous reste quelques questions. La question suivante, comment appréhender le développement agile avec le Capacity-Based Planning de manière très opérationnelle? C'est vaste comme question. Alors, j'ai un embryon de réponse. En fait, ça revient à identifier un petit peu comment on interface la fonction architecture d'entreprise, comment on essaie de la rendre compatible avec les développements agiles. Où est-ce qu'en fait on arrive à créer cette jonction-là? Alors pour moi, elle est potentiellement à deux niveaux, parce que je me suis assez souvent posé cette question. D'un point de vue organisationnel, d'abord, moi je pense que la jonction elle s'opère justement au niveau de la BC, parce que la BC, elle peut être vue comme un produit dont le cycle de vie serait géré par une team agile telle qu'on la définit dans Scrum par exemple. Donc et ça fait vraiment du sens parce qu'en fait les BC, au moins à leur premier niveau, c'est des choses qui sont, c'est censé être des domaines qui sont assez faiblement couplés les uns par rapport aux autres. Donc ça pourrait être géré par des équipes distinctes qui gèrent le cycle de vie, développement, intégration, déploiement. Euh, et pour moi, ça fait du sens de dire on adopte une démarche produit en mettant en place des équipes qui sont centrées sur le cycle de vie du produit, en l'occurrence de l'ABC. Et puis, si on raisonne en termes de livrables, là où on doit pouvoir aussi réconcilier les travaux des uns et des autres, c'est au niveau du gap de capacité. Pour moi, je dirais qu'on peut assez facilement approcher la notion d'incrément ou d'objectif de capacité de celle d'épique qu'on va trouver dans les développements agiles. Définir la vision de ce dont ont besoin les acteurs métiers, c'est soit du point de vue de l'AE, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est définir des gaps de capacité, mais on n'est pas très éloigné du concept d'épique qui doivent structurer des développements agiles. Pour moi, les deux concepts sont assez proches et se superposent. Donc, voilà, l'AE, ça doit permettre de rejoindre l'agilité, en tout cas, le capacity based planning permet d'introduire cette notion de BC comme étant le produit sur lequel les équipes agiles vont travailler. Et après, en termes de livrables, les objectifs de capacité doivent se retrouver normalement dans le portefeuille des équipes agiles. Je vais très vite. Merci, merci Jean-François. Une question pour Marina. Quid de la capacité à compléter tous les attributs des objets pour réaliser des analyses pertinentes dans un délai raisonnable? Ado IT permet-il d'ajuster les attributs au regard des critères utilisés dans l'entreprise? Ok, alors première partie ou premier élément de réponse sur la possibilité de renseigner tous les attributs sans perdre trop de temps et pour générer rapidement des vues pertinentes. D'abord, je pense que la clé, c'est de faire un tri. Ado IT offre une multitude d'attributs pour couvrir le plus de cas d'utilisation possible et pour essayer de rester dans du standard d'ailleurs. Du coup, il va falloir faire des ateliers de convention, de modélisation et de documentation
définir très exactement ce que vous voulez documenter ou ce que vous voulez avoir documenté. Et une fois que c'est fait, il y a plusieurs possibilités. Soit vous arrivez à créer l'engouement autour de l'outil et les gens vont vous renseigner directement à DoIT, ou alors vous pouvez, à travers un jeu d'import Excel, faciliter le travail aux contributeurs de la démarche. Et s'ils sont plus fans de leur vieux fichier Excel, ils pourront remplir les infos dans Excel et vous n'aurez qu'à les réimporter en 2-3 clics dans la solution. Donc ça, c'est pour la première partie. Est-ce qu'on peut modifier les attributs? Vous pouvez renommer des attributs existants. Vous pouvez, à travers une licence spécifique, également toucher au métamodèle, donc modifier le métamodèle, sachant que cet aspect-là, c'est quelque chose qu'on a sur la roadmap 2023 pour le rendre encore plus facile, où l'utilisateur pourra, depuis l'interface utilisateur, créer ses propres attributs et ses listes déroulantes. Voilà, donc ça, c'est sur la roadmap pour 2023. J'espère que j'ai répondu à la question. Dernière question toujours pour AdoIT. Comment AdoIT gère-t-il la transition puis la mise à jour de la baseline? Il s'agit sans doute de configuration du repository, mais quels mécanismes de contrôle sont mis en place? Alors, si je comprends bien la question, alors oui, vous allez pouvoir mettre à jour de façon plus ou moins automatisée votre référentiel. Toujours par l'import Excel. Alors, ça va être pratique pour créer du contenu en début de démarche, mais aussi pour la mise à jour. Donc, si vous avez, je sais pas moi, vos applications, vos technologies, vos capacités documentées dans du Excel, vous pouvez les mettre à jour en faisant de l'import. Et les mécanismes de contrôle, c'est que le mécanisme d'import vérifie les données déjà documentées, des nouvelles, les met à jour et empêche la création de doublons également. Merci beaucoup. On a un petit peu dépassé le temps prévu. On a couvert l'intégralité des questions. N'hésitez pas à contacter que ce soit Jean-François, Marina, sans aucun problème. On est à votre disposition. Et puis, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.